La poussière se soulevait, enveloppant la caravane d'un épais nuage rougeâtre. Abigail serra les dents, sentant les fins grains de sable s'infiltrer sous le tissu de sa robe bleue, lui égratigner la peau et lui piquer les yeux. La charrette cahotait sur chaque aspérité du chemin, et ses roues de bois grinçaient si fort qu'elles couvraient même le martèlement des sabots des chevaux. Elle ne tournait pas la tête, ne regardait pas les cavaliers qui l'escortaient, mais elle sentait leur regard sur elle, curieux, calculateur, parfois compatissant. Le plus pesant de tous était celui de l'homme qui chevauchait en tête. Ventfort, son futur époux, le chef de la tribu Dakota. Abigail Harrison ne s'était jamais considérée comme une beauté, mais les hommes de Fort Laramie se retournaient souvent sur son passage. À 22 ans, elle était grande pour une femme de son temps, près de 5 pieds et 7 pouces, avec une silhouette élancée que soulignait sa robe de voyage en laine bleue. Ses cheveux, couleur de blé mûr, étaient toujours soigneusement coiffés en un chignon sur sa nuque, mais des mèches rebelles s'échappaient à présent de son petit chapeau et dansaient dans le vent. Ses yeux étaient d'une teinte inhabituelle de gris-vert, qui changeait selon son humeur et la lumière. Son père disait toujours qu'on y lisait un caractère têtu et indépendant, peu adapté à une vie d'épouse, de fermier ou de marchand. « Mon futur époux », songea Abigail avec une amère ironie. Le mot sonnait comme une condamnation. Elle jeta un regard furtif vers celui qui menait la caravane. Ventfort était un homme imposant, grand et large d'épaules. Il se tenait en selle, avec la grâce naturelle de celui qui est tenné à cheval. Ses longs cheveux noirs étaient nattés en 2 tresses, ornés de plumes d'aigle et de perles d'os. Sur sa poitrine, par-dessus une chemise en douce peau de cerf, brillait un collier massif fait de griffes d'ours, l'insigne d'un chef et d'un guerrier. Abigail se souvenait de son visage entrevu lors des négociations au fort, des traits anguleux comme taillés dans la pierre sombre, un nez droit, une mâchoire puissante. Il était difficile de lui donner un âge, peut-être 30 ans, peut-être même 40, mais ce qui l'avait le plus frappé, c'était ses yeux, sombres, presque noirs, d'un regard si perçant qu'il semblait lire en vous jusqu'à l'âme. Son père lui avait expliqué sa décision 3 semaines plus tôt, dans leur petite maison à la lisière de Fort Laramie. Ses mains tremblaient en se servant un verre de whisky d'une bouteille entamée. « Comprends, Abby », avait-il dit, sans croiser son regard. « C'est le seul moyen d'éviter la guerre. Le gouverneur lui-même l'a demandé. L'accord de paix ne sera signé que si un mariage symbolique est scellé entre nos 2 peuples. » « Symbolique ?» répéta-t-elle, sentant un froid glacial envahir sa poitrine. « Père, vous savez très bien ce qu'implique un mariage avec un chef. » Thomas Harrison vida son verre d'un trait et leva enfin les yeux vers sa fille. Abigail y vit de la culpabilité et du désespoir, mais aussi la lassitude d'un homme qui avait porté trop longtemps le fardeau des responsabilités. Son père était un marchand respecté, un médiateur entre les colons blancs et les tribus indiennes. Et c'était à lui que le gouverneur avait demandé de trouver une solution pour empêcher un bain de sang. L'alternative, c'est un bain de sang, Abby. Des morts des 2 côtés. Tandis que toi, tu auras sa protection, son respect. On dit que Ventfort est un homme juste. Un homme juste. La voix d'Abigail trembla. Père, je ne parle même pas sa langue. Je ne connais pas leurs coutumes. Comment vais-je vivre ? Ah, parmi des sauvages, acheva son père pour elle, avec amertume. Abby, je fais du commerce avec eux depuis 15 ans. Ce ne sont pas des sauvages, ils sont simplement différents. Maintenant, assise dans la charrette, respirant la poussière des prairies, Abigail comprenait que les mots de son père ne pesaient pas lourd. Elle allait vers un peuple totalement étranger, vers un homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois. À ce moment-là, il lui avait paru sévère et distant, parlant peu mais avec précision. Pourtant, dans sa façon de se tenir, on sentait une autorité et une dignité naturelle. Le soleil déclinait vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Malgré elle, Abigail fut saisie par la beauté du crépuscule. Elle n'avait jamais rien vu de tel en ville,
où le ciel était toujours masqué par les toits des maisons et la fumée des cheminées. « Nous campons ici pour la nuit. » La voix était profonde. Abigail sursauta. Ventfort s'était approché de la charrette et la regardait. Il parlait anglais presque sans accent, ce qui la surprit. De plus près, elle pouvait mieux le détailler. Sa peau était tannée, parcourue de fines ridules au coin des yeux, souvenir d'années passées sous le soleil des plaines. Ses mains portaient des cicatrices, traces de combat ou de chasse. Mais autre chose la frappa. Son regard ne contenait ni l'hostilité, ni le mépris auxquels elle s'attendait, seulement une attention calme. « Ici ?» demanda-t-elle en balayant du regard la prairie infinie. « C'est un lieu sûr, » répondit-il simplement avant de guider son cheval plus loin, donnant des ordres à ses hommes dans la langue Dakota. Une demi-heure plus tard, le camp était installé. Abigail observait les guerriers travailler avec une efficacité rapide et silencieuse. Nul ne s'agitait, personne ne criait. Chacun connaissait sa tâche. Un feu crépitait au centre d'un petit cercle formé par les couchages. On lui assigna une place près du feu sur d'épaisses peaux de bison. Un jeune guerrier, qui se présenta sous le nom de Cerf Agile, lui apporta de la nourriture, de la viande séchée, des galettes de maïs et une sorte de baie séchée. Cerf Agile était très jeune, une vingtaine d'années tout au plus, avec un visage ouvert, bienveillant, et des yeux noisettes curieux. Il souriait souvent, cherchant visiblement à se montrer amical envers l'étrangère. « Merci, » dit Abigail en s'efforçant de lui rendre son sourire. Cerf Agile hocha la tête et prononça quelques mots dans sa langue. Les sons étaient doux, presque mélodieux. « Il dit que vous êtes très belle », traduisit Ventfort, qui était apparu près du feu. Abigail sentit le rouge lui monter aux joues. Ventfort s'assit en face d'elle, de l'autre côté du foyer. À la lueur des flammes, son visage paraissait encore plus austère, mais dans ses yeux, brilla une lueur qu'elle ne sut déchiffrer. Peut-être de la curiosité ou quelque chose de plus inattendu encore, de la douceur. « Vous parlez très bien notre langue, » dit-elle, surtout pour rompre le silence. « J'ai étudié dans une école missionnaire, » répondit-il, puis à l'école indienne de Carlisle, 7 ans. « 7 ans, » répéta Abigail. « C'est long. Assez long pour comprendre votre monde et pour savoir que le mien est meilleur. » Il n'y avait aucune hostilité dans sa voix, plutôt la simple affirmation d'un fait. Abigail ne sut que répondre. Ils dînèrent en silence. Le repas se révéla plus savoureux qu'elle ne l'avait imaginé, bien que très différent de ce qu'elle connaissait. La viande séchée était épicée, parfumée d'herbes inconnues, et les baies étaient à la fois douces et acidulées. « Demain, nous serons chez nous avant midi, » dit Ventfort quand ils eurent terminé. « Chez nous ?» répéta Abigail pour elle-même. Le mot sonnait étrangement, appliqué à un lieu qu'elle n'avait jamais vu. Notre village se trouve dans une vallée, entre les collines. Il y a une rivière, de bons pâturages. C'est un endroit paisible. « Et les gens ?» demanda-t-elle doucement. « Comment vont-ils m'accueillir ?» Ventfort la regarda longuement par-dessus le feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux sombres et Abigail sentit qu'il la voyait vraiment, non comme un symbole de paix ou un enjeu politique, mais comme une personne, avec ses propres peurs et ses propres espoirs. Certains seront curieux, d'autres méfiants, mais personne ne vous fera de mal. Vous serez sous ma protection, parce que vous êtes ma femme, dit-il simplement, et parce que vous êtes humaine. Ces mots, pour une raison qu'elle ignorait, la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Abigail baissa les yeux, examinant les motifs de la peau sur laquelle elle était assise. Les guerriers se dispersaient peu à peu pour la nuit. Certains s'enroulaient dans leurs couvertures près du feu, d'autres s'éloignaient vers les limites du camp, sans doute pour monter la garde. Ventfort se leva, et Abigail remarqua la grâce de ses mouvements, malgré son imposante carrure. « Reposez-vous, dit-il. La journée de demain sera longue. » Il se dirigea vers sa propre couche, à l'opposé du camp. Abigail le suivit du regard, puis s'allongea sur les peaux préparées pour elle. Au-dessus de sa tête, le ciel était constellé d'étoiles, si nombreuses qu'elle n'en avait jamais vu autant en ville.
Mais malgré la beauté de la nuit, le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête comme un essaim d'abeilles en colère. Que l'attendait-il demain? À quoi ressemblerait le village? Et surtout, qu'exigerait d'elle Ventfort en tant qu'époux? L'air des prairies était pur, chargé des senteurs de l'herbe et des montagnes lointaines, mais il était froid. Abigail remonta sa couverture, frissonnant non seulement à cause du froid, mais aussi de tension, d'incertitude et de peur. Elle ne remarqua pas Ventfort se lever de sa place, n'entendit pas ses pas feutrés. Il se déplaçait sans un bruit, tel un chasseur. Elle sentit seulement quelque chose de chaud et de lourd se poser sur ses épaules. Elle tressaillit et se retourna. Ventfort se tenait près d'elle. Son lourd manteau en peau de bison la recouvrait maintenant. À la lueur mourante du feu, son visage semblait plus doux et une sollicitude inattendue se lisait dans ses yeux. « Vous avez froid ?» demanda-t-il à voix basse. « Merci » murmura-t-elle, surprise par cette attention. Ventfort s'accroupit près d'elle. Dans la pénombre, elle ne distinguait que les contours de son visage, mais elle sentait son regard, attentif, scrutateur, mais sans rien d'effrayant. « Abigail » prononça-t-il son nom lentement, comme pour en goûter la sonorité. « Je sais que vous n'êtes pas ici de votre plein gré. Je sais que pour vous, c'est une punition. » Le souffle lui manqua. Elle ne s'attendait pas à une telle franchise. « Je ne veux pas que vous ayez peur de moi, » continua-t-il, « ni que vous me haïssiez plus que vous ne le faites déjà. »« Je ne vous hais pas, » dit doucement Abigail. « Je ne vous connais pas, c'est tout. »« Moi non plus, je ne vous connais pas, mais nous aurons le temps. » Ils restèrent silencieux. Au loin, un coyote se mit à hurler et son cri se propagea dans la nuit comme un écho mélancolique. « Dans ma tribu, une femme a le droit de choisir, » reprit Ventfort. « Même la femme d'un chef. Je n'exigerai rien de vous pourquoi vous n'êtes pas prête. » Abigail tourna la tête, essayant de déchiffrer son expression dans l'obscurité. « Que voulez-vous dire ?»« J'attendrai, » répondit-il simplement. « J'attendrai que vous choisissiez de devenir ma femme, et pas seulement de non. » Le cœur d'Abigail s'emballa. Ces mots signifiaient plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Dans son monde, le monde des Blancs, un mari avait tous les droits sur sa femme, et cet homme, qu'elle avait considéré comme un sauvage, lui parlait de son droit de choisir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle dans un souffle. Ventfort se releva. Le manteau sur les épaules d'Abigail dégageait une odeur désormais familière, celle du cuir, de la fumée de bois et quelque chose de sauvage et de libre. « Parce qu'on ne peut pas prendre l'amour par la force, » dit-il. « Il se mérite. » Il retourna à sa place, la laissant seule avec son manteau et ses paroles. Abigail resta allongée, les yeux fixés sur les étoiles, et pour la première fois depuis 3 semaines, elle sentit naître en elle quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être que son destin n'était pas si terrible. Peut-être que cet homme n'était-il pas celui qu'il paraissait. Elle se blottit plus profondément dans le manteau, sentant une chaleur se diffuser non seulement dans son corps, mais aussi dans sa poitrine. Demain, elle verrait sa nouvelle maison. Demain, sa nouvelle vie commencerait. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce lendemain. Le feu crépitait, le vent faisait bruire l'herbe, et quelque part dans l'obscurité, une chouette ululait doucement. Abigail ferma les yeux et s'autorisa à croire que les choses n'étaient peut-être pas si sombres qu'il y paraissait. Après tout, un homme qui couvre une étrangère de son manteau par une nuit froide et lui parle de son droit de choisir ne peut pas être un monstre. Impossible. Abigail fut réveillée par des sons inhabituels. À la place du craquement du plancher de la maison de son père et du claquement des roues sur les pavés, elle entendait le bruissement de l'herbe, le hennissement tranquille des chevaux et le chant mélodieux des oiseaux. Le soleil était déjà levé, baignant la prairie d'une lumière dorée. Le manteau de Ventfort la couvrait toujours. Elle s'assit avec précaution, regardant autour d'elle. Le camp s'éveillait. Les guerriers rassemblaient tranquillement leurs affaires. Quelqu'un ravivait le feu pour préparer le petit déjeuner. « Bonjour. » Elle se retourna. Ventfort se tenait près d'elle, lui tendant un bol en bois d'où s'échappait de la vapeur. Dans la lumière du matin,
Il paraissait plus jeune que la veille. Il portait la même chemise en peau de cerf, mais Abigail remarqua cette fois une fine broderie sur les manches, des motifs complexes de fils bleus et rouges. « Bonjour », répondit-elle en acceptant le bol. « Merci pour le manteau. »« Les nuits dans la prairie sont froides, » dit-il simplement, « surtout pour ceux qui n'y sont pas habitués. » Le bol contenait une bouillie épaisse de farine de maïs avec des morceaux de viande et des herbes inconnues. L'odeur était appétissante, et Abigail réalisa qu'elle avait très faim. « C'est délicieux », dit-elle après avoir goûté la première cuillerée. Un léger sourire effleura les lèvres de Ventfort. « C'est la recette de ma mère. Vieille Saule était connue comme la meilleure cuisinière de la tribu. »« Était » demanda prudemment Abigail. « Le grand esprit l'a rappelé il y a 3 hivers. » Sa voix se fit plus basse, mais ses recettes vivent dans la mémoire des femmes de notre peuple. Abigail ne savait que dire. Dans son monde, il était gênant, voire douloureux, de parler des morts. Mais Ventfort prononça ces mots avec une tristesse si sereine qu'elle comprit que pour son peuple, la mort n'était pas une fin, mais un passage. « Parlez-moi de votre tribu, » demanda-t-elle, « de ce qui m'attend. » Ventfort s'assit par terre à côté d'elle, ce qui la surprit. Elle s'attendait à ce qu'un chef garde ses distances, mais il se comportait avec une simplicité dénuée de cérémonie. « Nous sommes le peuple Lakota, une branche des grands Dakota, » commença-t-il. « Notre village est petit, 100 de personnes environ. Nous vivons dans des tipis en été lorsque nous suivons les bisons et dans des loges d'hiver quand le froid arrive. »« Et nous sommes en été, » songea Abigail. « Fin d'été. Bientôt, ce sera la saison de la chasse aux bisons, puis la préparation pour l'hiver. Pour les femmes, c'est une période particulièrement chargée. Il faut préparer la viande, cueillir les herbes, réparer les vêtements. » Abigail sentit une pointe d'anxiété. Elle savait cuisiner des plats simples, coudre et broder, mais toutes ses compétences étaient adaptées à la vie en ville. Que savait-elle de la conservation de la viande ou de la cueillette des herbes sauvages ? « Je ne connais pas vos coutumes, » avoua-t-elle doucement. « Les femmes de la tribu t'apprendront, » dit Ventfort avec assurance. « Ma sœur, oiseau chanteur surtout, c'est une femme sage, bien qu'elle ait 3 ans de moins que moi. Vous avez une sœur ? Une sœur, et un frère aussi, ours rapide, un guerrier et un chasseur. Mais, oiseau chanteur, elle est comme une mère pour beaucoup dans la tribu. Elle t'aidera à prendre tes marques. » Abigail hocha la tête, éprouvant un certain soulagement. Au moins, une femme de la tribu serait amicale. 1 heure plus tard, la caravane se remit en route. Abigail remarqua que le paysage changeait progressivement. La prairie plate laissait place à un terrain vallonné où, parmi l'herbe jaunie, poussaient des bosquets de chênes et d'érables dont les feuilles commençaient à peine à dorer. « Nous sommes presque arrivés, » dit Ventfort en s'approchant de sa charrette. Et en effet, bientôt, une large vallée entourée de basses collines s'ouvrit devant eux. Une rivière sinuait au fond de la vallée, et sur ses rives se dressaient des dizaines de tentes coniques, les tipis. De la fumée s'élevaient des feux, des enfants jouaient près de l'eau, des femmes travaillaient devant leurs tentes. La scène était étonnamment paisible et accueillante. « Comme c'est beau !» s'exclama involontairement Abigail. Ventfort regarda son village avec fierté. « Nos ancêtres ont choisi cet endroit avec sagesse. La rivière nous donne l'eau et le poisson, les collines nous protègent des vents et les pâturages nourrissent nos chevaux. » À mesure que la caravane approchait, les villageois commencèrent à se rassembler pour les accueillir. Abigail vit des hommes, des femmes, des enfants. Tous la regardaient avec curiosité, mais sans hostilité. Beaucoup souriaient en saluant leur chef. La charrette s'arrêta au centre du village, près d'un grand tipi, manifestement plus grand et plus richement décoré que les autres. Sur ses parois étaient peintes des scènes de chasse et de guerre, et des bouquets de plumes et d'amulettes étaient suspendus près de l'entrée. « La demeure du chef », expliqua Ventfort en aidant Abigail à descendre. Ses jambes se dérobèrent sous elle après le long voyage,
et elle s'appuya instinctivement sur son bras. Il était fort, solide, et un instant, Abigail se sentit en sécurité. Les gens formèrent un demi-cercle autour d'eux. Abigail se sentait observée de toutes parts, mais elle s'efforça de garder une attitude digne. Ventfort dit quelque chose en langue lakota et elle entendit son propre nom. Plusieurs personnes hochèrent la tête en signe d'approbation. « Je leur ai dit que tu es un don pour la paix entre nos peuples, » traduisit-il, « et que quiconque t'offensera aura affaire à moi. » Une femme d'une trentaine d'années, belle, avec des yeux bienveillants et de longs cheveux noirs tressés avec des rubans rouges, sortit de la foule. Elle portait une robe en peau douce, ornée de perles et de piquants de porc-épic. Oiseau chanteur la présenta Ventfort. « Ma sœur. » Oiseau chanteur s'approcha d'Abigail et, à sa grande surprise, la prit dans ses bras. L'étreinte était chaleureuse, sincère, et les larmes montèrent aux yeux d'Abigail. « Bienvenue dans notre foyer, ma sœur, » dit Oiseau chanteur en anglais, avec un fort accent mais de manière tout à fait compréhensible. « Merci, » murmura Abigail. « Oiseau chanteur te montrera tout et t'aidera à t'installer, » dit Ventfort. « Moi, je dois parler au conseil des anciens de notre voyage. » Il s'éloigna avec un groupe d'hommes âgés, laissant Abigail avec sa sœur. Oiseau chanteur la prit par la main et la conduisit vers le grand tipi. « D'abord, je vais te montrer la maison, » dit-elle. « Ensuite, tu feras la connaissance des autres femmes. » L'intérieur du tipi était plus spacieux qu'Abigail ne l'avait imaginé. Le sol était couvert d'épaisses peaux et de tapis colorés. Le long des parois se trouvèrent des coffres et des paniers. Au centre, un foyer, une dépression circulaire bordée de pierres, était creusée juste sous l'ouverture destinée à laisser s'échapper la fumée au sommet du tipi. « C'est ici que dort Ventfort, » dit Oiseau chanteur en désignant un côté du tipi où des couches de fourrure étaient disposées. « Et c'est là que tu dormiras. » Elle montra le côté opposé où une autre couche avait été préparée, séparée de la partie masculine par un paravent bas en peau décorée. « Il a dit que tu devais te sentir en sécurité, » ajouta doucement Oiseau chanteur. « Mon frère est un homme bon. Il ne force jamais personne. » Abigail hocha la tête, touchée par la prévenance de Ventfort. Même sa sœur était au courant de la promesse qu'il lui avait faite. « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en désignant de magnifiques robes en peau suspendues à des supports en bois. « Ce sont des vêtements pour toi. Les femmes de la tribu y ont travaillé toute la semaine, » dit Oiseau chanteur avec fierté. « Tu ne peux pas porter ta robe de femme blanche tout le temps, ce n'est pas pratique. » Abigail toucha l'une des robes. Le cuir était doux comme de la soie, et la broderie était d'une beauté incroyable. Des fils bleus, rouges et jaunes formèrent des motifs de fleurs et d'oiseaux. « C'est magnifique, » dit-elle, émerveillée. « Mais je ne peux pas accepter des cadeaux si précieux. »« Bien sûr que si, » rit Oiseau chanteur. « Tu es la femme du chef. Tu dois avoir une apparence digne de ton rang. » Après avoir inspecté la demeure, Oiseau chanteur emmena Abigail à travers le village. Elle la présenta aux femmes qui travaillaient devant leur tipi. Certaines tannaient des pots, d'autres préparaient le repas, d'autres encore tressaient des paniers. Toutes accueillirent Abigail avec bienveillance, même si beaucoup ne parlaient pas anglais. « Voici Lune Blanche », présenta Oiseau chanteur en désignant une femme âgée aux cheveux gris qui cousait des mocassins. « La meilleure tanneuse de la tribu. Et voici Pluie de printemps », indiqua-t-elle en montrant une jeune femme avec un enfant dans les bras. Son mari est le guerrier Loup Noir. Pluie de printemps avait à peu près le même âge qu'Abigail, avec des yeux sombres et vifs, et un sourire agréable. Son petit, un garçon d'environ 2 ans, observait la femme blanche avec une curiosité non dissimulée. « Il est adorable, » dit Abigail en souriant à l'enfant. Pluie de printemps dit quelque chose rapidement à Oiseau chanteur qui se mit à rire. Elle dit que tu as un visage bienveillant et que tu feras une bonne mère. Abigail rougit. L'idée d'avoir des enfants dans sa nouvelle vie lui semblait étrange et lointaine.
Elles arrivèrent jusqu'à la rivière, où plusieurs femmes lavaient du linge et puisaient de l'eau. L'eau était claire et froide, le fond rocailleux. Des poissons nageaient dans les vasques tranquilles, et sur les berges poussaient des saules et des rosiers sauvages. Chaque matin, les femmes viennent ici chercher de l'eau, expliqua Oiseau Chanteur. C'est le moment des discussions, des nouvelles. Et les hommes? Les hommes chassent, s'occupent des chevaux, partent en reconnaissance. Chacun a sa tâche. Elles retournèrent au village juste à temps pour le repas de midi. Oiseau Chanteur invita Abigaël dans son tipi, où elles mangèrent un ragoût de maïs et de venaison aux oignons sauvages. « Parle-moi de ta vie, » demanda Oiseau Chanteur, « avant que tu ne viennes parmi nous. » Abigaël parla de sa vie à Fort-Laramie, de la maison de son père, des livres qu'elle aimait lire et de son rêve de voir un jour une grande ville de l'Est. « Des livres ?» s'intéressa Oiseau Chanteur. « Ventfort aime aussi les livres. Il en rapporte de ses voyages au fort. »« Vraiment ? Oui. Il dit que le savoir est une force, que notre peuple doit comprendre le monde des Blancs pour survivre. » Cette information surprit Abigaël. Elle imaginait les chefs indiens comme des guerriers, non comme des hommes s'intéressant aux livres. Alors que le soleil commençait à décliner, les chasseurs revinrent au village. Abigaël aperçut Ventfort de loin. Il chevauchait en tête d'un groupe de cavaliers, et même à distance, sa silhouette se détachait des autres. « Il est de retour », dit Oiseau Chanteur en remarquant la direction de son regard. « Allons l'accueillir. » Les chasseurs rapportaient 2 cerfs et plusieurs lièvres. Tout le village se réjouit de cette chasse fructueuse. Ventfort mit pied à terre près du tipi du chef et aperçut Abigaël. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda-t-il. « Bien, » répondit-elle sincèrement. « Oiseau Chanteur m'a tout montré. Les gens sont très gentils. »« J'en suis heureux, » dit-il, et une lueur de satisfaction brilla dans ses yeux. « Ce soir, il y aura un festin en l'honneur de votre arrivée. J'espère que cela vous convient. »« Bien sûr. »« Alors, Oiseau Chanteur vous aidera à vous préparer. » Le soir, un grand feu fut allumé au centre du village. Les femmes apportèrent la nourriture, de la viande rôtie, des galettes de maïs, des racines cuites au four, des boissons au bais. Les hommes accordèrent leurs tambours et la musique commença. Abigaël s'était changée, revêtant l'une des robes qu'on lui avait offertes. Elle lui allait à la perfection, et la broderie mettait en valeur la couleur de ses yeux. Oiseau Chanteur lui avait tressé les cheveux en une seule natte qu'elle avait ornée de rubans bleus. « Tu es magnifique, » dit-elle avec approbation. « Ventfort ne pourra pas détacher son regard de toi. » En effet, quand Abigaël apparut près du feu, les conversations s'apaisèrent. Ventfort se leva et s'approcha d'elle. Il portait une chemise de cérémonie richement brodée et son collier de griffes. « Vous êtes superbe, » dit-il à voix basse. « Cette robe vous va à merveille. Merci. Les femmes de votre tribu sont de véritables artistes. » Il la conduisit à la place d'honneur à côté de lui. Abigaël remarqua que les gens les regardaient avec approbation. Apparemment, son acceptation du vêtement traditionnel était un symbole important. Le dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse. Les gens racontèrent des histoires, chantaient des chansons. Les enfants jouaient près du feu. Abigaël se sentit faire partie de cette communauté, ce qui la surprit elle-même. « Dans mon monde, les femmes ne mangent pas avec les hommes lors des dîners officiels, » dit-elle à Ventfort. « Dans notre monde, les femmes sont des membres de la tribu à part entière, » répondit-il. « Sans les femmes, il n'y a ni vie, ni avenir. » Quand la fête prit fin et que les gens commencèrent à se disperser, Ventfort raccompagna Abigaël à leur tipi. « Merci pour cette soirée, » dit-elle. « Je ne m'attendais pas à un accueil si chaleureux. »« Les gens voient que vous êtes sincère, » répondit-il. « C'est plus important que toutes les cérémonies. » Ils s'arrêtèrent à l'entrée du tipi. Abigaël ressentit une étrange agitation. C'était leur première nuit dans la même demeure. « Abigaël, » dit doucement Ventfort.
Je veux que vous sachiez que ma promesse tient toujours. Dormez en paix. » Elle hocha la tête, touchée par sa délicatesse. « Bonne nuit, Ventfort. »« Bonne nuit. » À l'intérieur du tipi, un petit feu brûlait dans le foyer. Abigail passa derrière le paravent, enfila une chemise de nuit et s'allongea sur la couche de fourrure moelleuse. À travers la fine cloison de cuir, elle entendait Ventfort se préparer pour la nuit. Couchée dans l'obscurité, elle repensait à la journée qui venait de s'écouler. Les craintes qui l'avaient tourmentée pendant le voyage s'étaient avérées vaines. Les gens l'avaient bien accueillie. Oiseau chanteur était devenu une véritable amie, et Ventfort, il n'était pas du tout celui qu'elle s'était attendue à rencontrer. Peut-être que cette nouvelle vie ne serait pas si terrible. Peut-être même y trouverait-elle le bonheur. Sur cette pensée, Abigail s'endormit, bercée par le crépitement du feu mourant et le hurlement lointain des coyotes dans la prairie. Abigail fut réveillée par les sons du village qui s'éveillaient. Des voix basses, le craquement de brindilles, le hennissement des chevaux. Les premiers rayons du soleil pénétraient par l'ouverture supérieure du tipi, baignant l'intérieur d'une lumière dorée. Elle jeta un regard discret par-dessus le paravent. La couche de Ventfort était vide, la couverture soigneusement pliée. Enfilant l'une des robes qu'on lui avait offertes, d'un brun clair rehaussé de broderies en forme de feuilles, Abigail sortit du tipi. L'air du matin était frais et vivifiant, parfumé par la fumée des feux et la rosée sur l'herbe. « Bonjour, ma sœur » l'interpella Oiseau chanteur. Elle était assise devant son tipi, tressant un panier avec des rameaux de saule. « As-tu bien dormi ?»« Oui, merci. » « Et Ventfort ?»« Il est parti à l'aube avec les chasseurs. Ils doivent inspecter les pâturages éloignés. On y a vu des traces de loups. » Abigail hocha la tête, ressentant un étrange vide dû à son absence. En 2 jours, elle s'était habituée à sa présence, à sa voix calme et à son regard attentif. « Aujourd'hui, je vais t'apprendre à préparer le pemmican, » dit Oiseau chanteur en se levant. « C'est important pour la femme d'un guerrier. Le pemmican, c'est une nourriture de voyage. De la viande, de la graisse, des baies. On mélange tout et on fait sécher. Ça se conserve longtemps et ça donne de la force. » Elles se dirigèrent vers un endroit où plusieurs femmes travaillaient déjà la viande de la chasse de la veille. Lune blanche montrait comment découper correctement la venaison en fines lanières pour le séchage. « Regarde » dit Oiseau chanteur en prenant un couteau. « On coupe dans le sens des fibres. Comme ça. L'épaisseur d'un doigt. Trop épais, ça ne sèche pas. Trop fin, ça devient cassant. » Abigail prit un second couteau et essaya de reproduire le mouvement. Ses premières tentatives furent maladroites, mais peu à peu, elle commença à maîtriser la technique. « C'est bien » approuva Lune blanche en Lakota. Oiseau chanteur traduisit « Elle dit que tu as des mains habiles. » Pluie de printemps s'assit près d'elles avec son bébé. Son fils, qui s'appelait Petit Aigle, examinait Abigail avec curiosité. « Il veut toucher tes cheveux » rit sa mère. « Il n'en a jamais vu d'aussi clair. » Abigail se pencha vers l'enfant, qui toucha délicatement sa chevelure de sa petite main. Puis il gloussa et cacha son visage dans l'épaule de sa mère. « Quel beau garçon !» dit Abigail. « Il ressemble à son père. »« À son grand-père » répondit Pluie de printemps par l'intermédiaire d'Oiseau chanteur. Son grand-père était un grand guerrier. Peut-être que Petit Aigle le deviendra aussi. Le travail se poursuivit toute la matinée. Les femmes coupèrent la viande, l'étendaient sur des séchoirs en bois, écrasèrent des baies et préparèrent la graisse. Abigail s'efforçait de mémoriser chaque étape. Chez les Blancs, les femmes ne font pas ce genre de travail, demanda une jeune femme qui s'était présentée comme étoile du matin. Certaines, si, répondit Abigail, mais différemment. Nous avons des magasins où l'on peut acheter de la nourriture toute prête et des conserves. Les femmes échangèrent des regards étonnés. « De la nourriture dans des boîtes en fer ?» demanda Oiseau chanteur, incrédule. « Oui, de la viande, des légumes, des fruits. Ça peut se conserver des années. »« Mais ça ne doit pas être bon, » remarqua Lune blanche. Abigail se mit à rire. « Vous avez raison, votre nourriture est
bien meilleure. Vers midi, la viande était mise à sécher et les femmes passèrent à d'autres tâches. Oiseau chanteur emmena Abigaël à la rivière pour lui montrer comment cueillir les racines et les herbes comestibles. « Cette herbe est bonne pour les maux de ventre », expliquait-elle en montrant une plante aux feuilles étroites. « Et ses racines, on peut les manger crues ou cuites, elles sont très nourrissantes. » Abigaël s'efforçait de tout retenir, mais sa tête tournait face à cette avalanche d'informations nouvelles. Dans sa vie d'avant, elle achetait les remèdes à l'apothicaire et les légumes au marché. « Ne t'inquiète pas », la rassura Oiseau chanteur en remarquant son désarroi. « Tu apprendras tout petit à petit. L'important, c'est d'en avoir l'envie. » Elles rentrèrent au village avec des paniers remplis d'herbes et de racines. Une surprise les attendait devant le tipi du chef. Près de l'entrée se trouvaient plusieurs ballots de livres. « Qu'est-ce que c'est » s'étonna Abigaël. « Ventfort a envoyé Serre Agile au fort, » expliqua Oiseau chanteur. « Il lui a demandé d'apporter tes affaires. » Abigaël défit l'un des paquets. À l'intérieur se trouvaient ses robes, des objets personnels et, le plus important, ses livres. Elle serra contre sa poitrine un volume usé de poèmes de Longfellow. C'était un cadeau de sa mère pour ses 15 ans. « Il s'est souvenu pour les livres, » dit-elle doucement. « Ventfort est attentif aux détails, » remarqua Oiseau chanteur. « Surtout quand ils sont importants pour ceux qui lui sont chers. » Ces mots firent battre le cœur d'Abigaël plus vite. « Cher » signifiait-elle déjà pour lui plus qu'un simple symbole de paix? Dans l'après-midi, un messager arriva au village au galop, porteur d'une nouvelle inquiétante. Abigaël ne comprenait pas le Lakota, mais elle vit au visage des gens que quelque chose de grave s'était produit. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Oiseau chanteur. « Des colons blancs se sont installés sur les terres près de la rivière du Serpent, » répondit sombrement cette dernière. « Ce sont nos terrains de chasse. Le traité leur interdit d'y aller. Et maintenant, Ventfort décidera à son retour. » La tension montait d'heure en heure dans le village. Les hommes se rassemblaient en petits groupes, discutant de la situation. Les femmes travaillaient en silence, mais Abigaël sentait leur inquiétude. Les chasseurs revinrent au crépuscule. Ventfort avait l'air fatigué et préoccupé. En apprenant la nouvelle, il convoqua immédiatement le conseil des anciens. Abigaël ne savait pas si elle devait s'en mêler, mais l'inquiétude la rongeait. Elle s'approcha du tipi où se tenait la réunion et entendit des voix qui s'élevaient de plus en plus tendues. « Que disent-ils » demanda-t-elle à Oiseau chanteur qui écoutait elle aussi près de l'entrée. « Certains veulent chasser les colons par la force. » traduisit-elle. « Ils disent que le traité a été violé, qu'on peut répondre par les armes. Et Ventfort, il veut d'abord essayer de négocier, leur envoyer des parlementaires. C'est raisonnable. Mais le vieux loup gris dit que les Blancs ne comprennent que la force, que négocier est une perte de temps. » Les voix dans le tipi s'élevèrent. Quelqu'un argumentait avec véhémence, coupant la parole aux autres. « Abigaël » appela doucement Oiseau chanteur. « Peut-être devrais-tu parler à mon frère? Tu sais comment pensent les Blancs, mais ce ne sont pas mes affaires. Désormais, ce sont aussi tes affaires. Tu es la femme du chef. » Abigaël prit une profonde inspiration. Oiseau chanteur avait raison. Qu'elle le veuille ou non, son destin était désormais lié à celui de la tribu. Elle souleva le pan de toile du tipi et entra. La conversation cessa immédiatement. 7 anciens étaient assis en cercle, Ventfort leur faisant face. Son regard croisa le sien et une lueur de surprise passa dans ses yeux. « Je vous demande pardon, » dit-elle, « mais j'aimerais dire quelque chose. » L'un des anciens, un homme aux cheveux gris et au visage buriné, grommela quelque chose en Lakota avec mécontentement. « Loup gris dit que les femmes n'ont pas leur place au conseil des guerriers, » traduisit Ventfort. « Je comprends, » répondit calmement Abigaël, « mais je ne suis pas une femme ordinaire. Je suis blanche et je sais comment pensent mes anciens compatriotes. » Ventfort échangea un regard avec les anciens, puis acquiesça. « Parlez. »« Les colons qui ont pris vos terres ne connaissent probablement pas le traité, » commença Abigaël, « ou n'en comprennent pas les termes. Beaucoup de Blancs ne savent pas lire, et ceux qui le savent ignorent souvent les accords locaux.
L'ignorance n'excuse pas la transgression, objecta Loup Gris par l'intermédiaire de l'interprète. Vous avez raison, concéda Abigail, mais si vous les attaquez sans sommation, ils crieront aux sauvages assassins. L'armée aura un prétexte pour une grande guerre, et si vous essayez d'abord de leur expliquer, ils ne partiront pas, dit sombrement un autre ancien. Peut-être, mais vous aurez alors le droit moral d'employer la force, et l'armée ne pourra pas vous accuser d'une attaque non provoquée. Ventfort hocha la tête, pensif. Ce sont des paroles sages, dit-il. Nous essaierons de négocier. Et si ça ne marche pas, alors nous leur montrerons la force de notre peuple, conclut Loup Gris. Les autres anciens approuvèrent d'un murmure. Le conseil se termina 1 heure plus tard. Il fut décidé d'envoyer une délégation menée par Ventfort lui-même. Abigail attendait à l'extérieur du tipi, tortillant nerveusement les plis de sa robe. « Merci, » dit Ventfort en sortant le dernier. « Votre conseil a été utile. »« Je ne veux simplement pas de guerre, » répondit-elle doucement. « Trop de gens mourraient, des 2 côtés. Moi non plus, je ne veux pas de guerre, mais parfois, un homme n'a pas le choix. » Ils se tenaient l'un à côté de l'autre dans la douce lumière du couchant. Abigail sentait la force et la détermination qui émanèrent de lui, mais aussi la fatigue du poids des responsabilités. « Quand irez-vous voir les colons ?» demanda-t-elle. « Demain, à l'aube. Le plus tôt sera le mieux. »« Emmenez-moi avec vous. » Ventfort se tourna brusquement vers elle. « Quoi ? Emmenez-moi » répéta Abigail, surprise par sa propre audace. « S'ils voient une femme blanche à vos côtés, cela montrera que vous venez en paix, et je pourrai traduire, leur expliquer la situation dans leur langue. C'est trop dangereux. Si les négociations échouent, je suis prête à prendre le risque. » Ventfort la dévisagea longuement, comme s'il essayait de lire dans son âme. « Pourquoi ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi voulez-vous nous aider contre votre propre peuple ?» Abigail réfléchit à sa réponse. « Pourquoi, en effet ? 1 semaine plus tôt, elle se considérait comme une prisonnière. Aujourd'hui, elle était prête à risquer sa vie pour des gens qu'elle connaissait à peine. « Parce que maintenant, c'est aussi mon peuple, » dit-elle doucement. « Et parce que je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. » Les derniers mots lui avaient échappé, et Abigail sentit le rouge lui monter aux joues. Mais Ventfort ne sourit pas, ni ne se détourna. Au contraire, son regard se fit plus intense. « Cela pourrait être très dangereux, » prévint-il. « Je le comprends. Et il faudra que vous soyez entièrement de mon côté. Je le serai. » Ventfort acquiesça. « Très bien, mais au premier signe de danger, vous ferez exactement ce que je dirai, sans discuter. »« D'accord. Alors préparez-vous, nous partons à l'aube. » Il se dirigea vers son tipi, la laissant seule avec ses pensées. Elle comprenait qu'elle venait de prendre une décision qui pouvait tout changer. Mais étrangement, elle ne la regrettait pas. Oiseau chanteur s'approcha d'elle alors que Ventfort disparaissait à l'intérieur. « Tu pars avec lui, » dit-elle. C'était une affirmation, pas une question. « Oui, c'est dangereux, je sais. » Oiseau chanteur la serra dans ses bras. « Tu es une femme courageuse, et tu fais le bon choix. Mon frère a besoin d'une femme comme toi. »« Nous ne sommes pas vraiment mari et femme, » lui rappela Abigail. « Pas encore, » sourit Oiseau chanteur. « Mais je vois comment il te regarde, et comment tu le regardes. » Abigail ne discuta pas. Au fond d'elle, elle savait que ses sentiments pour Ventfort grandissaient de jour en jour. Demain serait une épreuve, non seulement pour les négociations de paix, mais aussi pour elle-même. Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil, écoutant la respiration calme de Ventfort derrière le paravent et pensant à ce qui les attendait le matin. Les coyotes hurlaient dans la prairie, mais leur voix ne lui paraissait plus effrayante. C'était le chant de sa nouvelle patrie, une patrie qu'elle était prête à défendre. Abigail se réveilla bien avant l'aube, alertée par un léger bruissement. Ventfort était déjà debout et se préparait. Elle l'entendit vérifier ses armes, le son caractéristique de l'acier contre le cuir du fourreau, le cliquetis discret du métal.
Bonjour, murmura-t-elle en passant la tête par l'entrebâillement du paravent. Il se retourna. Dans la pénombre du tipi, son visage paraissait sévère, concentré. « Il n'est pas trop tard pour changer d'avis, » dit-il à voix basse. « Je n'ai pas changé d'avis. » Ventfort hocha la tête et lui tendit une liasse de vêtements. « Oiseau chanteur t'a préparé une tenue de voyage, plus pratique. » Abigail prit les vêtements. Des jambières de cuir, une tunique et des mocassins montants. Tout était solidement cousu pour de longs trajets à cheval. « Merci, je me change rapidement. Nous avons le temps. Les autres se préparent encore. » Pendant qu'Abigail se changeait, Ventfort alluma un petit feu et mit à chauffer une infusion d'herbes. Une odeur de menthe et de plantes inconnues emplit le tipi. « Vous êtes nerveuse ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse en bois. « Un peu, » admit Abigail. « Et vous ?»« Je le suis toujours avant des négociations importantes. »« C'est normal. » Le breuvage était chaud et parfumé, réchauffant de l'intérieur. Abigail comprenait que ce pourrait être leur dernière conversation paisible. Nul ne savait comment se terminerait la rencontre avec les colons. « Ventfort, » dit-elle après une hésitation. « Si quelque chose tourne mal, si une bagarre éclate, ça n'arrivera pas, » l'interrompit-il. « Je ne le permettrai pas. Mais si jamais, alors vous galopez jusqu'au village sans vous retourner. Promettez-le-moi. » Abigail plongea son regard dans ses yeux sombres et y vit non seulement de la détermination, mais aussi une profonde inquiétude pour elle, pour sa sécurité. « Je le promets. » À l'aube, la délégation était prête. Outre Ventfort et Abigail, 4 guerriers les accompagnaient. Cerf agile, loup noir, flèche de fer et le jeune faucon blanc. Tous étaient armés, mais portaient leurs armes de manière à afficher leurs intentions pacifiques. Les arcs dans le dos, les lances pointées vers le ciel. Oiseau chanteur les raccompagna jusqu'à la lisière du village. « Sois prudent, mon frère, » dit-elle en serrant Ventfort dans ses bras. « Et toi aussi, ma sœur, » ajouta-t-elle en se tournant vers Abigail. « Nous reviendrons, » promit Abigail, bien qu'elle n'en fût pas si sûre elle-même. Le soleil se levait sur l'horizon lorsqu'ils quittèrent la vallée. La matinée était claire, l'air frais et pur. Les chevaux avancèrent d'un trot régulier sur une piste que Ventfort connaissait bien. Abigail chevauchait aux côtés du chef sur une jument baie nommée Rivière Rapide. La monture était calme et docile, manifestement habituée à la selle. En un mois passé avec la tribu, Abigail avait considérablement amélioré ses compétences de cavalière, même si elle était encore loin du niveau des Indiens. « Parlez-moi de ces colons » demanda-t-elle lorsqu'ils débouchèrent dans la prairie. « La famille Martin » répondit Ventfort. « Ils sont arrivés de l'Est il y a 2 mois. Jack Martin, sa femme Mary, 2 enfants. Il y a aussi le frère de Jack, Tom, et un vieil homme du nom de Williams. Comment connaissez-vous leur nom? Les marchands en ont parlé. Martin achetait des semences et des outils au fort. Il disait vouloir fonder une ferme. Une ferme sur vos terres, nota sombrement Abigail. Peut-être qu'il ne sait pas que ce sont nos terres, ou peut-être qu'il le sait, mais a décidé de tenter sa chance. Que ferez-vous s'il refuse de partir? Ventfort resta longtemps silencieux, le regard fixé sur l'horizon. Je leur donnerai 3 jours pour plier bagages. S'ils ne partent pas, je les chasserai par la force. Et s'ils demandent l'aide de l'armée? Alors ce sera la guerre. La simplicité avec laquelle il prononça ces mots effraya Abigail. Elle comprenait que pour Ventfort, la protection de la terre de ses ancêtres était une question d'honneur qui n'admettait aucun compromis. Ils chevauchèrent pendant près de 3 heures avant d'apercevoir la fumée d'un feu de camp derrière une petite colline. Ventfort leva la main, arrêtant la troupe. « À partir d'ici, nous avançons lentement, » dit-il. « Gardez vos armes bien en vue. Nous venons pour parler, pas pour nous battre. » Ils franchirent la colline et virent en contrebas une petite installation. Quelques bâtisses assemblées à la hâte, un enclos pour le bétail,
une parcelle de terre labourée. Près de la plus grande cabane, un homme coupait du bois. En entendant le bruit des sabots, il se redressa et les regarda, tendu. « Jack Martin », dit doucement Ventfort. « Préparez-vous. » Ils descendirent lentement la pente. Martin jeta sa hache et se réfugia dans la maison. Une minute plus tard, 3 hommes en sortirent, fusils en main. Martin lui-même, son frère et le vieux Williams. « N'avancez plus !» cria Martin, alors que les Indiens s'approchaient à une 50aine de yards. « Que voulez-vous » Ventfort leva la main en signe de paix et arrêta son cheval. Abigail se plaça juste à côté de lui. « Nous sommes venus pour parler », dit Ventfort d'une voix forte en anglais. Les colons furent visiblement surpris d'entendre un Indien parler leur langue. Ils le furent encore plus en remarquant Abigail. « Seigneur Jésus !» marmonna le vieux Williams. « Ils ont une femme blanche avec eux. »« Je m'appelle Ventfort, » poursuivit le chef. « Je suis le chef du peuple Lakota, sur les terres duquel vous vous êtes installés. Voici ma femme, Abigail. » « Sa femme ?» Jack Martin plissa les yeux, examinant Abigail. « Vous êtes avec eux de votre plein gré, madame ?»« Oui, » répondit fermement Abigail. « Je vous demande d'écouter ce que mon mari a à vous dire. » Le ton de sa voix, calme et convaincant, fit que les colons se détendirent légèrement. Leurs fusils étaient toujours pointés sur les Indiens, mais leurs doigts ne reposaient plus sur les gâchettes. « Parlez, » dit Martin, « mais faites vite. » Ventfort mit pied à terre et fit un pas en avant. Ses guerriers restèrent en selle, mais leurs mains étaient près de leurs armes. « Cette terre appartient à mon peuple, selon un traité passé avec le gouvernement des États-Unis, » commença-t-il. « Le traité a été signé il y a 3 ans à Fort Laramie. Il est interdit aux Blancs de s'installer ici sans la permission de la tribu. »« Quel traité ?» s'indigna Tom Martin. « On n'a jamais entendu parler d'un traité. »« Cela n'annule pas sa validité, » répondit calmement Ventfort. « Écoutez, chef, » intervint Jack Martin, essayant de paraître conciliant. « Nous venons de l'Ohio. Nous avons tout perdu là-bas. Mauvaise récolte, dettes, ma femme est tombée malade. Nous cherchons juste un endroit pour recommencer notre vie. » Abigail vit le visage de Ventfort s'adoucir. Elle savait que l'histoire de ces gens le touchait. Lui-même avait perdu de nombreux proches. Il savait ce qu'était la souffrance. « Je comprends vos difficultés, » dit-il, « mais cela ne vous donne pas le droit de prendre la terre d'autrui. »« La terre d'autrui ?» s'emporta le vieux Williams. « Mais c'est vide, ici. Personne n'y vit, rien n'y pousse. »« C'est ici que paissent nos chevaux, » répliqua Ventfort. « C'est ici que nous chassons. Cette terre nourrit mon peuple depuis des générations. »« Monsieur Martin, » intervint Abigail, « que vous a-t-on dit au bureau des terres lorsque vous avez obtenu les papiers pour cette parcelle ?» Martin parut embarrassé. « Là-bas, on a dit que la terre était libre, que les Indiens avaient accepté de partir. »« Qui exactement a dit ça ?» insista Abigail. « Un employé, un jeune homme roux. » Abigail échangea un regard avec Ventfort. Ils comprenaient tous les deux ce qui s'était passé. Un fonctionnaire corrompu avait vendu une terre sur laquelle il n'avait aucun droit. « Monsieur Martin, » dit Ventfort, « je ne veux pas vous faire de mal, mais vous devez quitter cette terre. »« Mais où irions-nous » demanda Martin, désespéré. « Nous n'avons pas d'argent pour un autre terrain, et les enfants, ils ont besoin d'un toit. » À ce moment, une femme sortit de la maison avec 2 enfants, un garçon d'une 10aine d'années et une fillette d'environ 5 ans. La femme était pâle, maigre, visiblement malade. Les enfants se serraient contre elle, regardant les Indiens avec effroi. « Jack, que se passe-t-il » demanda la femme d'une voix faible. « Tout va bien, Mary » la rassura son mari. « Rentre à la maison. » Mais Abigail avait déjà mis pied à terre et s'approcha de la femme. « Bonjour, dit-elle doucement. Je m'appelle Abigail.
Comment s'appellent vos enfants ? Je suis Mary, répondit la femme déconcertée. Et voici Tommy et Sue. Ce sont de beaux enfants, sourit Abigail. Sue, quel âge as-tu ? 5 ans, murmura la fillette. Abigail s'accroupit devant elle. Moi, j'en ai 22. Je suis déjà une grande dame. La petite fille esquissa un timide sourire. Abigail se releva et se tourna vers Ventfort. « Puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle à voix basse. Ils s'écartèrent hors de portée de voix des colons. « Ces gens ne sont pas des ennemis, » dit Abigail. « Ce sont des victimes de tromperie, tout comme vous. Mais ils sont quand même sur notre terre, » rappela Ventfort. « Je sais qu'ils sont sur votre terre, » dit doucement Abigail, « mais regardez-les. Une femme malade, des enfants effrayés. Si vous les chassez maintenant, ils risquent de ne pas survivre. » Ventfort regarda la famille Martin et Abigail vit le conflit intérieur dans ses yeux. On lui avait appris à protéger les faibles, mais il devait aussi protéger la terre de son peuple. « Je n'ai pas le choix, » dit-il enfin. « Si je leur permets de rester, d'autres colons penseront qu'on peut violer nos frontières en toute impunité. Et si on trouvait un compromis ? Quel compromis ? » Abigail prit une profonde inspiration, formulant sa pensée. « Donnez-leur jusqu'au printemps. Laissez-les passer l'hiver ici. La femme malade et les enfants ne supporteront pas un déménagement dans le froid. Au printemps, ils partiront et trouveront un autre endroit. Et que me donneront-ils en échange ? Martin a l'air d'un fermier expérimenté, qu'il apprenne à votre peuple de nouvelles méthodes de culture, le blé, le maïs. Cela aidera la tribu à moins dépendre de la chasse. » Ventfort réfléchit. La proposition était raisonnable. La tribu pouvait en effet tirer profit des connaissances d'un fermier blanc. « Je dois consulter mes guerriers, » dit-il. Pendant que Ventfort parlait à voix basse avec ses hommes, Abigail retourna vers les colons. « Madame Martin, » dit-elle à Mary, « parlez-moi de votre maladie. Je peux peut-être vous aider. J'ai les poumons fragiles, » avoua la femme. « Je tousse depuis l'hiver dernier, je n'ai plus de force. Le docteur, là-bas, a dit que j'avais besoin d'un climat sec. » Abigail hocha la tête. Elle avait vu des cas similaires chez les épouses des marchands du fort. Une toux épuisante, de la faiblesse, de la fièvre. « L'air est effectivement meilleur ici, » dit-elle. « Et dans la tribu, il n'y a qu'une femme, l'une blanche, qui connaît les herbes contre la toux. Elle pourrait vous aider. » « Vous croyez que les Indiens ne nous chasseront pas ?» demanda Jack Martin avec espoir. « Cela dépend de vous, » répondit Abigail. « Ventfort est un homme juste. Si vous proposez quelque chose en échange, que pouvons-nous proposer ? Nous n'avons presque rien. Vous avez des connaissances ? Vous savez cultiver le blé, construire des maisons à la manière des Blancs ? Peut-être connaissez-vous un métier. »« J'étais charpentier, » dit Tom Martin. « Et Jack est un bon fermier. William sait lire et écrire. Il a étudié pour devenir prédicateur. Alors, vous avez quelque chose à offrir. » Ventfort termina sa discussion avec ses guerriers et s'approcha du groupe de colons. « Je suis prêt à vous proposer un accord, » dit-il. « Vous pouvez rester jusqu'au printemps, mais à certaines conditions. »« Lesquelles ?» demanda Jack Martin tendu. « Vous apprendrez aux femmes de notre tribu à cultiver le blé et les légumes des Blancs. Votre frère montrera à nos hommes comment construire des maisons solides en bois, et le vieil homme apprendra à nos enfants à lire et à écrire en anglais. »« C'est tout ?» s'étonna Martin. « Et vous jurerez de quitter cette terre au printemps et de trouver un autre lieu de vie, pacifiquement sans vous plaindre aux autorités ?» Les colons se regardèrent. La proposition était généreuse, bien plus qu'ils n'auraient pu l'espérer. « Et si nous rompions notre serment ?» demanda prudemment le vieux Williams. « Alors vous deviendrez les ennemis du peuple Lakota, » répondit simplement Ventfort. « Et nous avons une bonne mémoire pour les ennemis. »« Nous sommes d'accord, » dit rapidement Jack Martin. « Vraiment, nous sommes d'accord. Merci, chef. »« Ne me remerciez pas. » Ventfort regarda Abigail. « C'était l'idée de ma femme. » Les négociations prirent encore 1 heure. Ils discutèrent des détails de l'accord, des délais, des responsabilités de chaque partie.
Abigaël traduisait les points les plus complexes, aidant les deux camps à se comprendre. « J'enverrai Oiseau Chanteur vous voir dans 3 jours, dit Ventfort en conclusion. Elle vous montrera quelles herbes cueillir pour soigner la toux de votre femme. Merci, dit Mary, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment vous remercier. Élevez de bons enfants, répondit Ventfort. Apprenez-leur à respecter la terre et le peuple d'autrui. Alors qu'il repartait, la petite Sue fit un signe de la main à Abigaël. Celle-ci lui sourit et lui répondit, sentant une chaleur dans sa poitrine à l'idée d'avoir évité une effusion de sang. « Vous avez pris un risque, » dit Ventfort alors qu'il s'éloignait de la ferme. « Si mes guerriers n'avaient pas accepté le compromis. »« Mais ils ont accepté, » répondit Abigaël, « parce que vous êtes un chef sage et qu'ils ont confiance en votre jugement. Ou parce qu'ils ont vu que ma femme parlait avec intelligence et discernement. » Le mot « femme » résonna d'une manière particulière et Abigaël sentit son cœur battre plus fort. Le chemin du retour fut plus court. Les chevaux, sentant la proximité de leur pâturage, accéléraient le pas. Le soleil déclinait à l'horizon quand ils aperçurent la fumée s'élever au-dessus du village. À l'entrée de la vallée, un groupe de cavaliers mené par Ours Rapide, le frère de Ventfort, vint à leur rencontre. Il ressemblait au chef, grand et large d'épaules, mais plus jeune et plus impétueux. « Mon frère !» s'écria-t-il en galopant vers eux. « Comment se sont passées les négociations ? Faut-il se préparer à la guerre ?»« Il n'y aura pas de guerre, » répondit calmement Ventfort. « Nous avons trouvé un accord. »« Un accord ?» s'étonna Ours Rapide. « Les colons ont accepté de partir ? Ils partiront au printemps. En attendant, ils enseigneront à notre peuple des choses utiles. » Ours Rapide balaya du regard tous les participants, s'attardant sur Abigaël. « Et cette femme blanche t'a aidé à les convaincre ? » « Elle a proposé la solution qui a satisfait tout le monde, » confirma Ventfort. Au village, ils furent accueillis en héros. La nouvelle d'une résolution pacifique du conflit s'était déjà répandue, et les gens s'étaient rassemblés pour entendre les détails. Ventfort relata les négociations au Conseil des Anciens, tandis qu'Abigaël raconta les événements à Oiseau Chanteur et aux autres femmes. Toutes hochèrent la tête avec approbation en apprenant les termes de l'accord. « Tu as agi avec sagesse, ma sœur, » dit Oiseau Chanteur. « Tu as montré à ces Blancs qu'il y a de la justice et de la miséricorde parmi nous. » « Mais que diront les autres tribus ?» demanda Pluie de Printemps. « Ne penseront-ils pas que nous sommes devenus faibles ? » ?»« Non, » répondit avec assurance Ventfort qui les avait rejoints. « La force ne consiste pas seulement à se battre. Elle consiste à trouver la bonne solution. » Le soir, quand le village fut calmé, Abigaël et Ventfort se retrouvèrent seuls dans leur tipi. Elle ôtait ses vêtements de voyage tandis qu'il aiguisait un couteau près du feu. « Aujourd'hui, vous vous êtes comportée comme la véritable femme d'un chef, » dit-il sans lever les yeux de sa lame. « Que voulez-vous dire ? Vous avez pensé au bien de la tribu, vous avez cherché une solution pacifique, mais vous étiez prête à me soutenir s'il avait fallu combattre. » Abigaël s'assit sur sa couche, se peignant les cheveux. La femme d'un chef devrait-elle se comporter autrement ? Beaucoup de femmes blanches n'auraient pas pu agir ainsi, placer les intérêts d'un peuple étranger au-dessus de ceux de leurs compatriotes. Mais ce n'est plus un peuple étranger, dit doucement Abigaël. C'est aussi mon peuple maintenant. Ventfort leva les yeux et la regarda par-delà les flammes. Dans son regard, il y avait de la gratitude, du respect et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui serra le cœur. « Quand je vous ai vu aujourd'hui, près de cette femme malade et de ses enfants, dit-il lentement, j'ai compris que vous n'étiez pas seulement belle à l'extérieur. Vous avez un cœur bon, Abigaël. » Il posa son couteau. « Je sais que je vous ai fait une promesse. Je sais que j'ai dit que j'attendrais. Mais aujourd'hui, pour la première fois, j'ai pensé que cette attente pourrait un jour prendre fin. » Abigaël cessa de se peigner. Ses mains tremblaient. « J'ai pensé la même chose, » avoua-t-elle dans un murmure.
Ils se regardèrent à travers le feu, et un silence chargé de sentiments inexprimés s'installa entre eux. Abigail sentait quelque chose changer dans son cœur. Les murs qu'elle avait érigés autour d'elle commençaient à s'effondrer. « Abigail, » dit doucement Ventfort. « Oui, je suis heureux que vous soyez ici, heureux que le destin vous ait mené à moi. Et moi aussi, je suis heureuse, » répondit-elle sincèrement. « Avant, je pensais que c'était une malédiction. Maintenant, cela me semble être un cadeau. » Ventfort se leva et s'approcha du paravent qui séparait leurs deux moitiés du tipi. « Bonne nuit, ma femme, » dit-il. « Bonne nuit, mon mari, » répondit-elle. Et les mots sonnèrent justes, naturels. Couchée dans l'obscurité, Abigail repensait à la journée. Elle avait aidé à empêcher une guerre, sauvé une famille de colons et, plus important encore, elle avait senti qu'elle devenait véritablement une partie de ce monde, une partie de la vie de Ventfort. Derrière le paravent, il ne dormait pas non plus. Elle entendait sa respiration calme, parfois un bruissement lorsqu'il se retournait sur sa couche. La distance entre eux n'était que de quelques pieds, mais elle semblait à la fois immense et infime. Demain commenceraient les préparatifs pour l'hiver. Les colons apprendraient aux femmes de la tribu de nouvelles méthodes de culture. Lune blanche irait soigner la pauvre Mary. La vie reprendrait son cours, mais quelque chose avait changé entre elle et Ventfort. Quelque chose d'important, d'irréversible. Abigail s'endormit en pensant que, pour la première fois depuis des semaines, elle ne se contentait pas d'exister en ce lieu, elle y vivait vraiment. Et pour la première fois, elle pouvait imaginer un avenir où elle ne serait pas seulement la femme du chef de nom, mais une femme qui aime et qui est aimée. Peut-être que cet avenir n'arriverait pas demain, ni dans une semaine, mais il arriverait. Elle le sentait de tout son cœur. Les premiers flocons commencèrent à tomber fin octobre, alors que le village achevait ses préparatifs pour l'hiver. Abigail se tenait à l'entrée du tipi, observant les flocons blancs tournoyer lentement dans l'air, se poser sur le sol et fondre, laissant des taches sombres sur l'herbe jaunie. En 2 mois, beaucoup de choses avaient changé. L'accord avec la famille Martin s'était révélé mutuellement bénéfique. Jack avait appris aux femmes de la tribu à cultiver un blé résistant à l'hiver et à conserver les légumes dans des pots en terre cuite. Tom avait aidé les hommes à construire plusieurs solides loges d'hiver en rondins sur le modèle des Blancs. Et le vieux Williams enseignait chaque soir les lettres de l'alphabet anglais aux enfants, utilisant une vieille Bible et les quelques livres que Ventfort avait rapportés du fort. Mary Martin se remettait sous la surveillance de Lune blanche. La guérisseuse indienne lui préparait des décoctions de racines de guimauve et de tussilage, et sa toux épuisante s'apaisait peu à peu. « À quoi penses-tu » demanda une voix familière. Abigail se retourna. Ventfort se tenait derrière elle. La neige saupoudrait ses épaules couvertes de fourrure. « À la vitesse à laquelle tout a changé » répondit-elle. « J'ai l'impression d'être arrivée hier effrayée et perdue. Et maintenant, c'est chez moi, un vrai foyer. » Au cours de ces mois, Abigail avait appris les bases de la langue Lakota, appris à tanner les pots, à cuisiner les plats traditionnels, à tresser des paniers en osier. Les femmes de la tribu l'avaient acceptée comme l'une des leurs. Elles l'appelaient « Sœur Blanche », un nom qui contenait plus de chaleur que n'importe quel titre formel. « Les vrais froids vont bientôt arriver », dit Ventfort en s'approchant. « Il est temps de passer aux habitations d'hiver. » La tribu avait déjà commencé à se préparer pour le déménagement vers le camp d'hiver, un vallon abrité à 3 miles du village d'été, où des maisons solides en pierre et en bois étaient nichées entre de basses collines. Là, la tribu pouvait plus facilement affronter les mois rigoureux. « Et notre maison est prête ?» demanda Abigail. Tom Martin a aidé à la terminer. Il dit qu'une telle maison résistera à n'importe quelle tempête. La demeure d'hiver du chef comportait 2 pièces, une pièce commune avec un foyer et une chambre. Il n'y avait pas le paravent symbolique qui avait séparé leur espace dans le tipi. Abigail y pensait chaque jour,
Et chaque jour, ses sentiments pour Ventfort se renforçaient. Lui aussi avait changé au cours de ces mois. Il était devenu plus ouvert avec elle, souriait plus souvent, lui racontait parfois son enfance, ses parents, ses rêves pour son peuple. Abigail voyait en lui non seulement le chef, mais aussi un homme bon, sage, et parfois seul. « Abigail, dit-il après une hésitation, je dois vous dire quelque chose. » « Quoi donc ? Un messager est arrivé du fort aujourd'hui. Votre père veut vous voir. Il est malade. » Le cœur d'Abigail se serra. Son père était le seul lien qui lui restait de sa vie d'avant. « Qu'a-t-il ? » ?»« Le cœur, » répondit brièvement Ventfort. « Le docteur du fort dit qu'il n'en a plus pour longtemps. » Abigail ferma les yeux, luttant contre les larmes. Même si elle en voulait à son père pour ce mariage forcé, elle l'aimait toujours. « Je dois y aller, » dit-elle, « je le sais, et je viendrai avec vous. » Mais l'hiver, le déménagement au camp, Oiseau chanteur s'occupera du déménagement. Votre père est plus important. Une douce chaleur envahit la poitrine d'Abigail. Même maintenant, alors que la tribu avait besoin de son chef, Ventfort était prêt à faire passer ses besoins en premier. « Merci, » dit-elle doucement. « Nous partirons demain à l'aube. Serre-Agile et Loup Noir viendront avec nous. » Les préparatifs durèrent toute la soirée. Oiseau chanteur aida Abigail à emballer des vêtements chauds et des cadeaux pour son père, des mocassins brodés qu'elle avait cousus elle-même et une fiole de baume médicinal préparée par Lune Blanche. « Combien de temps resteras-tu au fort ?» demanda Oiseau chanteur. « Je ne sais pas. Cela dépend de l'état de mon père. Et s'il meurt, tu resteras là-bas ou tu reviendras parmi nous ?» Abigail réfléchit. Quelques mois plus tôt, elle aurait répondu sans hésiter. Bien sûr qu'elle serait restée dans le monde des Blancs. « Je reviendrai, » dit-elle fermement. « Ma maison est ici. » Et Ventfort ? Quoi, Ventfort ? Tu l'aimes ? C'était une affirmation, pas une question. Abigail ne chercha pas à nier. « Oui, je l'aime. Et il t'aime aussi. Tout le monde voit comment il te regarde, mais il ne s'est encore rien passé entre vous. Il tient sa promesse. Peut-être est-il temps d'oublier cette promesse, suggéra doucement Oiseau chanteur. Le voyage jusqu'au fort prit 3 jours. Ils avançaient vite, ne s'arrêtant que pour la nuit. Abigail s'inquiétait pour son père, mais aussi pour l'accueil qu'on lui réserverait au fort. Près de 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle était partie, victime d'un accord politique. Elle revenait maintenant en tant qu'épouse d'un chef indien, de son plein gré et par amour. Fort Laramie lui parut plus petit et plus gris que dans ses souvenirs. Les constructions en bois semblaient chanter fragiles comparées aux solides demeures des Lakota. Les soldats à la porte regardèrent avec étonnement le petit groupe de cavaliers, une femme blanche en tenue indienne et 3 guerriers Lakota. Madame Harrison l'appela avec hésitation le sergent MacDonald qu'elle connaissait depuis son enfance. « Je suis Madame Ventfort maintenant », le corrigea calmement Abigail. « Oui, bien sûr. Votre père est à l'infirmerie. Le docteur Parker s'occupe de lui. » L'infirmerie du fort était un petit bâtiment en rondin grossièrement équarris. À l'intérieur flottait une odeur d'acide carbolique et de médicaments. Thomas Harrison était allongé sur un lit étroit dans un coin reculé. Il avait terriblement vieilli en quelques mois. Ses cheveux gris s'étaient clairsemés, ses joues étaient creuses, sa peau avait pris une teinte jaunâtre et malsaine. « Abby, » dit-il faiblement en voyant sa fille, « tu es venue ?»« Bien sûr, papa. » Abigail s'assit près du lit et lui prit la main. « Comment te sens-tu ?»« Mal, ma fille. Mon cœur n'en peut plus. Le docteur dit... » « Ne pense pas à ce que dit le docteur. Pense au fait que nous sommes de nouveau réunis. » Thomas tourna son regard vers Ventfort, qui se tenait près de la porte. « Chef, » dit-il avec respect, « merci d'avoir amené ma fille. »« Elle voulait vous voir, » répondit simplement Ventfort. « Comment va-t-elle » demanda le père, toujours en regardant le chef. « Est-elle heureuse » Abigail voulut répondre elle-même, mais Ventfort la devança.
demandez-le lui. Mais sachez que parmi mon peuple, elle est respectée et aimée, et que je prends soin d'elle comme de mon plus précieux trésor. » Thomas hocha la tête, et des larmes perlèrent à ses yeux. « Alors, je peux mourir en paix. » « Ne dis pas ça, » le supplia Abigail, mais son père avait déjà fermé les yeux et sa respiration se fit superficielle. Le docteur Parker, un homme âgé à la barbe grise, prit Abigail à part. « Je crains qu'il ne lui reste que peu de temps, » dit-il à voix basse. « Un jour, peut-être deux. Son cœur ne tient plus. Peut-on faire quelque chose? Seulement soulager ses souffrances et être là pour lui. » Abigail hocha la tête, retenant ses larmes. Ils passèrent 4 jours au fort. Abigail ne quitta pas le chevet de son père, lui tenant la main, lui racontant sa nouvelle vie, la tribu, les gens qui étaient redevenus sa famille. Thomas écoutait avec intérêt, souriant parfois lorsqu'elle décrivait des anecdotes amusantes de la vie au village. « Alors, tu es heureuse ?» demanda-t-il le dernier jour. « Oui, papa, très heureuse. Et tu l'aimes ?»« Je l'aime. »« Alors tout va bien. Je pensais te condamner à la souffrance. Et au final, il se trouve que je t'ai offert l'amour. » Thomas Harrison mourut à l'aube du 4e jour, paisiblement, dans son sommeil. Abigail pleura. Mais ce n'étaient pas seulement des larmes de chagrin. C'était aussi des larmes de soulagement. Soulagement d'avoir pu lui dire adieu. Soulagement qu'il l'ait vue heureuse. Les funérailles eurent lieu dans le cimetière du fort. Les vieux amis de son père, les marchands avec qui il travaillait, les officiers de la garnison, tous étaient venus. Beaucoup lancèrent des regards curieux à Ventfort et à ses guerriers, mais personne ne manqua de respect. Après l'enterrement, le commandant du fort, le colonel Stevens, invita Abigail et Ventfort dans son bureau. « Madame Ventfort, » dit-il en s'adressant à Abigail, « je me dois de vous le demander. La maison de votre père, son commerce, tout vous revient. Vous pouvez rester ici, si vous le souhaitez. » Abigail regarda Ventfort. Dans ses yeux, elle lut la question qu'il n'osait pas poser à voix haute. « Merci, colonel, » répondit-elle. « Mais ma maison est ailleurs, désormais. Quant au commerce de mon père, vous pouvez le confier à son associé, John Mackenzie. » « En êtes-vous sûr ? » ?»« Absolument. » Ils quittèrent le fort le lendemain matin. Abigail se retourna pour un dernier regard vers le lieu où elle avait passé son enfance et sa jeunesse. Mais elle ne ressentait aucun regret. Son passé restait ici, son avenir l'attendait dans la vallée, parmi les collines, là où son peuple construisait ses habitations d'hiver. « Vous ne regrettez rien ?» demanda Ventfort alors qu'ils entrèrent dans la prairie. « Quoi donc ? De ne pas être resté dans le monde des Blancs. Là-bas, vous auriez eu plus de confort, une vie plus familière. » Abigail arrêta son cheval et se tourna vers lui. « Ventfort, vous ne comprenez donc toujours pas ? Je n'ai pas besoin du monde des Blancs. Je n'ai pas besoin de confort ni d'une vie familière. C'est de vous que j'ai besoin. » Il arrêta aussi sa monture. Ils se regardèrent au milieu de la prairie infinie, et Abigail vit quelque chose changer dans ses yeux. « Abigail, je sais que vous avez promis d'attendre, » l'interrompit-elle. « Attendre que je veuille de moi-même devenir votre femme. Pas seulement de nom, mais je le veux. Je le veux depuis longtemps. Je veux être votre femme pour de vrai. Je veux porter vos enfants, je veux vieillir à vos côtés. » Ventfort mit pied à terre et s'approcha d'elle. Elle descendit à son tour et il prit son visage entre ses mains. « En êtes-vous sûr ?» demanda-t-il doucement. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Il l'embrassa. Ce fut un baiser long, tendre, empli d'une passion et d'un amour contenus pendant des mois. Abigail sentit les dernières barrières entre eux s'effondrer, sentit qu'il ne faisait enfin plus qu'un. « Je t'aime », murmura-t-il en la serrant contre lui. « Et moi aussi, je t'aime », répondit-elle. Ils restèrent enlacés au milieu de l'herbe dorée, sous le ciel immense parsemé de nuages.
2 êtres de mondes différents qui s'étaient trouvés et avaient créé leur propre monde, un monde d'amour, de compréhension et d'espoir. Quand ils revinrent au camp d'hiver, la tribu les accueillit triomphalement. Oiseau chanteur comprit d'un seul regard ce qui s'était passé entre son frère et sa femme, et elle sourit. « Enfin, dit-elle, en serrant Abigaël dans ses bras. Je commençais à croire que vous étiez tous les deux trop têtus pour votre propre bonheur. » Cette nuit-là, pour la première fois, Abigaël vint à Ventfort non comme une épouse symbolique, mais comme une femme qu'il avait choisie de tout son cœur. Ils furent tendres l'un envers l'autre, parlant d'amour, d'avenir, des enfants qu'ils espéraient avoir. « Je veux que nos enfants connaissent les 2 mondes, dit Abigaël, allongée sur sa poitrine. Le vôtre et le mien, qu'il puisse être un pont entre nos 2 peuples. C'est un beau rêve, acquiesça Ventfort en lui caressant les cheveux. Peut-être qu'un jour, les ponts ne seront plus nécessaires. Peut-être que nos peuples apprendront à vivre en paix. En attendant, nous avons notre propre monde, murmura Abigaël. Oui, sourit-il dans l'obscurité. Nous avons notre propre monde. Dehors, le vent hurlait, apportant la première véritable tempête de l'hiver. Mais dans leur maison, il faisait chaud et bon. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, Abigaël se sentit pleinement chez elle. Pas seulement au sens physique, mais dans son âme. Chez elle, dans les bras de l'homme qu'elle aimait, au milieu d'un peuple qui l'avait adopté. Elle pensa à son père, qui avait espéré l'envoyer vers une vie meilleure, sans se douter à quel point il aurait raison. Elle pensa à la famille Martin, qui au printemps trouverait un nouveau foyer, mais emporterait avec elle les connaissances et l'amitié qui les liaient désormais au Lakota. Elle pensa à l'avenir, aux enfants qu'elle et Ventfort espéraient avoir, au monde qu'ils aideraient à construire. Mais plus que tout, elle pensait au présent, aux bras puissants qui la tenaient, à la respiration régulière de l'homme à ses côtés, à la chaleur et à la paix qu'elle avait enfin trouvée. Abigail Harrison, la fille du marchand de Fort Laramie, n'existait plus. À sa place se trouvait Sœur Blanche, l'épouse du chef Ventfort, une femme qui avait trouvé sa place dans le monde et son grand amour. Et c'était merveilleux.